Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient ensemble sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le récap épisode 21, c'est parti. Paris, 3 lieux, 3 forces politiques, un dimanche d'avril. Le décor est planté. En toile de fond, une condamnation qui pourrait bouleverser 2027. Marine Le Pen, disqualifiée, crie au complot. La gauche, péniblement mobilisée. Et Gabriel Attal joue les candidats sans le dire. Action. Gros week-end de mobilisation politique en France, tous les partis, ou presque, étaient sur le front ce dimanche 6 avril. Le RN a donné rendez-vous à Paris, place Vauban, pour soutenir Marine Le Pen, condamnée pour avoir volé de l'argent public. À quelques encablures de là, LFI, les écologistes et Génération se sont réunis place de la République en opposition à l'extrême droite. Et en parallèle, à Saint-Denis, les macronistes ont organisé un meeting aux airs de début de campagne présidentielle pour Gabriel Attal. 3 salles, 3 ambiances, on fait le tour. Commençons avec les jérémiades de l'extrême droite qui a monopolisé l'espace médiatique depuis une semaine et la condamnation de Marine Le Pen. La candidate naturelle du RN et ses soutiens n'ont pas cessé de crier au complot des juges rouges visant à les empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Selon eux, la démocratie est en péril. Bon, en fait, le RN s'est surtout fait prendre la main dans le pot de confiture en train de détourner 4 millions d'euros d'argent public au profit du parti pendant 12 ans. Au terme d'une enquête en bonne et due forme et d'un procès tout aussi légitime, Marine Le Pen et 23 autres personnes ont été condamnées. La chef de file a écopé d'une peine de 5 ans d'inéligibilité immédiate, 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 100 000 euros d'amende. Et ça passe pas. Pour des gens qui passent leur temps à crier à la justice soi-disant trop laxiste avec les délinquants, le discours est bien différent quand ce sont eux qui bravent la loi. Au programme de ce dimanche 6 avril pour le RN, un grand meeting de soutien à la condamnée. Le hashtag « Je soutiens Marine » était partout, notamment sur des casquettes affreuses vendues 15 balles pour soutenir les fédérations. 18 bus ont même été affrétés depuis la province pour rameuter un maximum de militants, volontiers transformés en femmes et hommes sandwich du RN. Des milliers de tracts et de drapeaux français ont été distribués et ils étaient équipés de la tête aux pieds. Pour un parti vendu comme mis à mort financièrement, comme le répète Jordan Bardella après l'amende de 2 millions d'euros pour rembourser le contribuable, l'argent ne semble pas poser problème. D'ailleurs, c'est un fait, l'argent coule à flot au Rassemblement national. Pas seulement parce qu'ils détournent l'argent public, mais aussi parce qu'ils le perçoivent, tout à fait légalement cette fois, notamment via la subvention publique annuelle calculée en fonction des résultats aux législatives. Au regard de leurs derniers résultats en juin 2024, le RN devrait être gratifié d'environ 20 millions d'euros en 2025, contre 10 millions en 2023 et 2024. À cela s'ajoutent évidemment les cotisations des militants, estimées à plus de 3 millions d'euros environ. D'ailleurs, Marine Le Pen a vu sa rémunération gonfler au passage, atteignant désormais près de 13 000 euros mensuels. Après des décennies à bricoler sans un rond, le Rassemblement national est désormais riche. Et ça se voit, si les représentants du RN veulent nous faire croire l'inverse pour alimenter leur sempiternelle stratégie de victimisation, la mobilisation d'hier démontre bien l'aisance financière du parti à la flamme. Le matériel militant, les bus, la grande scène, la sono, l'écran géant, l'extrême droite française a sorti le grand jeu, tout ça pour prêcher dans le vide. Un flop prévisible quand on sait que 60% des Français estiment que Marine Le Pen est malhonnête, dans un sondage IFOP pour Sud Radio, suite à sa condamnation. Sans trembler des genoux, Jordan Bardella a tout de même revendiqué 10 000 participants à la tribune, et même BFM a été contrainte de démentir. Vous êtes plus de 10 000. 10 000 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui, Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. La préfecture, dont on connaît la neutralité des décomptes de manif, a estimé à 7 000 le nombre de participants. Le Parisien tape davantage sur 5 000, vu le remplissage de la place Vauban. Le Monde a même évalué la participation à 4 000. Évidemment, le Rassemblement national a inondé les réseaux sociaux d'images à leur avantage, mais les images aériennes ont fait mal, très mal. La place d'une capacité de 10 000 personnes est tout au plus à moitié remplie. Même Jean-Marie Le Pen et François Fillon avaient fait mieux en leur temps, c'est dire. Côté blabla, rien de neuf. Tour à tour, les orateurs nous ont servi la même soupe mensongère que pendant toute la semaine. Copier-coller habituel, c'est pas nous, c'est un complot, la justice est aux ordres.
Bref, le kit complet du bon petit persécuté. Pour Bardella, la démocratie est exécutée. Pour Ciotti, l'accusé est tout désigné, c'est le peuple de France, rien que ça. Un montage vidéo des soutiens reçus de l'étranger a aussi été diffusé aux militants. Et là, c'est festival. Un eurodéputé autrichien convoque l'État profond, expression favorite des complotistes, reprise régulièrement par Donald Trump, pour désigner ce qui l'empêcherait de gouverner. Le néerlandais Geert Wilders en remet une couche et accuse les institutions françaises d'agir comme une république bananière. Sur scène, Marine Le Pen a continué à jouer les martyrs et a même osé une comparaison des plus déplacées avec Martin Luther King. Oui, la figure de la lutte antiraciste aux États-Unis. Je veux dire que notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits. Encore une fois, elle marche dans les pas de Donald Trump, qui lui aussi a tenté de récupérer le combat et les mots du leader afro-américain du mouvement des droits civiques, en reprenant à son compte le célèbre « I have a dream ». L'inversion des valeurs n'a plus de limite. L'extrême droite vole tout. La vraie nouveauté du meeting de Vauban, c'est la place du petit prodige, Jordan Bardella, pourtant très acclamé à son arrivée sur scène. Peut-être même plus que Marine, nous confient nos reporters sur place. Envisagée comme plan B pendant une semaine, Marine Le Pen semble avoir balayé d'un revers de main son poulain, pourtant président du RN. Il n'est plus que Jordan dans son discours, comme renvoyé à sa place de subalterne juvénile. Il n'a pourtant rien à envier à son aîné, il est lui-même visé par une plainte pour détournement de fonds publics et recel, faux et usage, ainsi qu'escroquerie. Mais même face à ce pédigré, la patronne, comme elle l'a déclaré aux Parisiens, refuse de se laisser éliminer de la présidentielle. Un autre qui commence à sentir le parfum de 2027, c'est Gabriel Attal. Ce dimanche, il a réuni les troupes macronistes pour lancer en grande pompe une refondation qui ressemble surtout à un échauffement de campagne. D'abord pour les municipales et assurément ensuite pour la présidentielle. Le secrétaire général de Renaissance a battu le rappel à une date symbolique, 9 ans jour pour jour après le lancement d'En Marche par Emmanuel Macron lui-même. À ses côtés, tout le gratin du bloc central a répondu présent, François Bayrou, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour ne citer qu'eux. Tous y sont allés de leur prise de parole aux allures de profession de foi de pré-campagne. Derrière les appels à l'unité, la stratégie est limpide. Rejouer le duel RN-LFI pour s'installer en position d'arbitre raisonnable et donc présidentiable. Le bilan du macronisme est si décrié qu'il est plus aisé de se concentrer sur l'ennemi que de s'y attarder. Gabriel Attal ne s'y trompe pas, il réécrit même l'histoire, érigeant le bloc central comme un rempart imaginaire. Nous n'allons pas nous laisser impressionner. Cette extrême droite, comme l'extrême gauche de LFI, nous la combattons. Nous la combattons de toutes nos forces. Et je suis fier l'été dernier, avec vous toutes et tous, d'avoir vigoureusement empêché LFI de gagner au premier tour, puis d'avoir empêché le Rassemblement national de gagner au second tour. Alors que tout le monde donnait sa victoire pour acquise, nous l'avons empêché. Alors c'est fini de s'excuser d'être des démocrates, fini de s'excuser de défendre nos valeurs. Et c'est toujours que nous allons nous battre pour la France. Rappelons qu'au premier tour des législatives de juin dernier, le RN a viré en tête avec 33% des suffrages et a fait élire ou réélire 37 députés dès le premier tour. Face à ce résultat inédit, la mobilisation citoyenne et populaire a finalement fait pencher la balance du côté de l'union de la gauche. Le nouveau Front populaire l'a remporté en empochant le plus grand nombre de sièges dans l'hémicycle. Dans ce jeu politique à 3 pôles, le parti présidentiel s'est fait étriller, les électeurs ayant lourdement sanctionné le bilan du président. Les macronistes ont péniblement sauvé les meubles, grâce à la gauche, au second tour, qui s'est désisté pour assurer le barrage au RN. Le NFP a ainsi permis de sauver de nombreux sièges qui auraient échappé à Renaissance et ses alliés sans ce pacte républicain. Les macronistes n'ont aucun scrupule en politique, ni boussole. Ils n'ont de cesse de servir de marchepied à l'extrême droite, reprenant constamment leurs obsessions, mais ne voient aucun problème à vendre la posture de rempart à chaque élection. D'ailleurs, pendant le deuxième tour des législatives, si la ligne du parti était de faire barrage au RN, dans les faits, une dizaine de candidats ont refusé de se désister face à la gauche pourtant en tête. Chez les macronistes, il ne reste qu'une seule constante, conserver le pouvoir coûte que coûte. Les principes, eux, varient selon l'adversaire du jour. Gabriel Attal, grand espoir du macronisme, a livré une prestation taillée pour les caméras. Un moment de pur storytelling, blindé de phrases prêtes à tweeter.
La politique réduite à quelques slogans qu'on recycle quand ils fonctionnent bien. Vous vous souvenez du « tu casses, tu répares » ? Eh bien, Gabriel Attal nous propose un remix repris en boucle sur les chaînes d'infos pour l'occasion. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du 2 poids, 2 mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. C'est un peu gonflé de donner des leçons d'exemplarité quand on connaît le passé chargé des macronistes. Olivier Dussopt, ex-ministre sous enquête pour favoritisme sur des contrats publics, Marlène Schiappa, impliquée dans l'affaire des fonds Marianne, où des subventions auraient été attribuées dans l'opacité à des associations aux liens douteux, Rachida Dati, la ministre de la Culture, mise en examen pour corruption dans un scandale de marché public, et Jean-Paul Delevoye, obligé de démissionner après avoir caché des rémunérations privées. Pas mal pour ceux qui prétendent incarner la moralité en politique. Et on n'évoque même pas le terrible scandale Betaram dans lequel trempe François Bayrou et qui devrait, à lui seul, justifier de sa démission. Il ne faut décidément pas trop gratter le vernis de cette belle opération de com menée par Gabriel Attal. Si le mot d'ordre était le rassemblement, l'approche de la présidentielle risque bien de faire voler en éclats les belles paroles. Édouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, est le premier à s'être positionné sur la ligne de départ. Candidat annoncé pour son parti, Horizon, le maire du Havre est déjà en campagne. S'il a annoncé qu'il dévoilera sa feuille de route précise après les municipales, on sait déjà qu'il risque de chasser sur les mêmes terres que ses petits copains du bloc central. L'enjeu sera donc de se différencier. Et il a déjà commencé à tracer sa route, indépendante du macronisme, en tirant à boulet rouge sur le conclave des retraites de François Bayrou. Le Premier ministre, 3 fois candidat, qu'on imagine mal ne pas rêver de la présidentielle après sa nomination à Matignon. Le pari d'Édouard Philippe pour 2027 est audacieux. Il devra se faire une place dans un terrain déjà occupé par ses anciens alliés. Et là, la concurrence sera féroce. On pourrait, sans trop forcer, imaginer que Gérald Darmanin, qui avait déjà tenté de prendre la tête du groupe Renaissance à l'Assemblée, décide à son tour d'entrer dans la course à l'Élysée. Il s'est d'ailleurs déjà positionné en faveur d'une primaire au sein du bloc central. Pour l'instant, le macronisme joue la cohésion, mais tout indique qu'elle explosera à la première occasion. S'il y en a qui savent combien l'union est difficile, c'est bien la gauche, qui l'a encore démontré ce dimanche. À l'annonce du rassemblement de soutien à Marine Le Pen, la France Insoumise, les écologistes et Génération se sont hâtés d'organiser une riposte d'urgence, place de la République, pour défendre l'état de droit. Le mot d'ordre, ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi. Marine Tourdelier, chef de file des écologistes, a tout de suite vu l'intérêt de l'événement. Hors de question pour elle que les télévisions relaient en boucle et sans contradictoire, je la cite, la grande entreprise de victimisation de Marine Le Pen. Le son de cloche est en revanche très différent au Parti socialiste et chez les communistes, qui ont boudé la manif, craignant de donner une dimension trop politicienne et partisane à la défense de la décision de justice et de l'état de droit. Quand on connaît l'instrumentalisation de cette affaire par le RN, ce serait vraiment dommage de trop s'en mêler. Il renvoie, avec la CGT, SOS Racisme ou encore la Ligue des droits de l'homme, à une mobilisation nationale pour la défense de l'état de droit le 12 avril. 6 jours après, donc, et avec le même mot d'ordre. C'est plus trop politicien ? Dans un contexte où les idées d'extrême droite se normalisent et gagnent en influence, il semble plus qu'irresponsable de voir la gauche choisir la politique de l'autruche, préférant ses querelles internes à la lutte contre le fascisme. En boycottant la mobilisation, le PS et le PCF ont non seulement manqué un rendez-vous historique contre l'extrême droite, mais ils ont aussi offert sur un plateau d'argent une nouvelle occasion à leurs opposants de les clouer au pilori. À force de se concentrer sur les querelles internes, la gauche oublie l'essentiel, l'unité contre l'extrême droite. Si elle ne se ressaisit pas rapidement, le terrain sera laissé libre pour ceux qui veulent installer leur ordre autoritaire et il sera trop tard pour pleurer. Le vrai combat se mène maintenant sur le terrain de l'unité où il sera perdu pour tous.
Et à ce rythme, c'est l'extrême droite qui gagnera sans même avoir à se battre. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Sarah Duyeux. On commence avec les marchés qui s'effondrent suite aux droits de douane imposés par Donald Trump. 2 jours après l'entrée en vigueur des droits de douane décidés par Washington, les marchés financiers mondiaux s'effondrent. La baisse a atteint plus de 5% à Londres et Paris, 10% à Taïwan et même 12% à Hong Kong. Cette chute est due à l'annonce de Donald Trump d'imposer un taux universel de 10% de taxes douanières sur tous les produits importés aux États-Unis, majoré pour certains pays. La Chine avait riposté en imposant à son tour des droits de douane de 34% sur tous les produits américains, à compter du 10 avril. Malgré la menace d'une récession aux États-Unis, Donald Trump reste sur ses positions et assure que son pays est beaucoup plus fort depuis l'annonce de ces mesures. Il n'y a aucune inflation et les taxes douanières font rentrer des milliards de dollars, cela alors même que le plus grand profiteur de tous, la Chine, a augmenté ses droits de douane de 34%. Son administration affirme que plus de 50 pays ont pris contact avec la Maison-Blanche pour négocier. Le président américain doit recevoir aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. On termine avec l'actualité à Gaza. L'armée israélienne a-t-elle volontairement ciblé des ambulances ? Une vidéo diffusée samedi vient en tout cas contredire la version d'Israël, qui assure avoir tiré sur des véhicules suspects qui ne présentaient pas de signes distinctifs. Le 23 mars, 15 secouristes et personnels humanitaires du Croissant Rouge palestinien ont été tués par des tirs israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Leurs corps ont été retrouvés une semaine plus tard, enterrés sous le sable, dans une fosse commune. Face à la polémique internationale, le porte-parole de l'armée israélienne avait affirmé que les soldats avaient tiré sur des terroristes et des véhicules suspects qui avançaient dans leur direction, sans gyrophare ni signe distinctif. Mais cette vidéo diffusée samedi par le Croissant Rouge palestinien vient contredire la version israélienne. Elle a été retrouvée sur le téléphone d'un des secouristes tués et enterrés et montre leurs dernières minutes de vie. On y voit un convoi clairement identifiable, avec des ambulances portant le logo du Croissant Rouge et un camion de pompiers, gyrophare allumé. Alors qu'ils s'arrêtent pour porter secours à une ambulance, des coups de feu se font entendre et l'image s'arrête. Le Croissant Rouge palestinien a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.